L'astronomie est née de la nécessité de mesurer le temps, c'est-à-dire de connaître la date, les saisons, savoir quand semer et quand se préparer pour l'hiver. Aujourd'hui, il n'y a que dans quelques rares endroits retirés du monde, loin de la lumière et de la pollution, que l'on peut voir de tels cieux. Dans les temps anciens, tout le monde regardait le ciel et le connaissait. Comme leurs ancêtres, ces chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui utilisent le soleil pour lire l'heure. Ils connaissent chaque mouvement du ciel. L'astronomie a commencé il y a 6000 ans avec les Babyloniens. Ils dessinent la première carte des mouvements célestes. Ils regroupent les étoiles dans des constellations qu'ils représentent sous forme de figures. Ce sont les signes du zodiaque. Les Babyloniens repèrent des astres errants. Nous savons aujourd'hui que ce sont les 5 planètes les plus proches. Au même moment, en Chine, les astronomes cartographient très soigneusement le cosmos, enregistrant des phénomènes tels que les comètes. En Égypte, la crue annuelle du Nil est signalée par l'arrivée de l'étoile Sirius au lever du jour. De tels cycles sont peut-être l'œuvre des dieux, mais les Égyptiens avaient du bon sens. Ils divisent leur calendrier astronomique en 365 jours. Bien plus tard, en Amérique centrale, les Mayas font de même. Mais leur dieu guerrier, Vénus, donne un calendrier très différent, 584 jours. Il est basé sur les mouvements cycliques de la planète. Quant à la mécanique du ciel, en voici une version hindoue. Notre monde est supporté par 4 éléphants sur le dos d'une tortue dans un océan de lait entouré par un serpent. En l'an 300 avant Jésus-Christ, les Grecs avaient une vision du monde plus scientifique. Ils imaginent qu'une série de sphères de cristal tourne autour de la planète. Le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues à cette époque évoluent chacune dans sa propre sphère. Ce sont les fameux astres errants. Les étoiles que l'on voit au second plan sont placées dans une sphère plus lointaine. Nous sommes en 200 avant Jésus-Christ, c'est le solstice d'été. Le soleil éclaire à la verticale un puits à Aswan, en Égypte. Le bibliothécaire, Ératosthène, observe cet événement. Il travaille à Alexandrie, à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Là, à la même heure, il voit sur le sol l'ombre projetée d'un pilier. Il se demande pourquoi cette ombre. Cela est dû à la courbure de la Terre. Quand les rayons du soleil tombent verticalement dans le puits d'Aswan, à Alexandrie, ils forment un angle. En utilisant la géométrie, Ératosthène calcule la circonférence de la Terre et obtient la preuve que la Terre n'est pas plate. Les Grecs commencent à mesurer le ciel. La première carte des étoiles est établie par le mathématicien Hipparchos. Il note la luminosité des étoiles. En observant les éclipses, il tente de déterminer la distance relative de la Terre à la Lune et au Soleil. Un autre grec, Ptolémée, pense que les planètes sont placées en orbite autour de la Terre. Sa réputation est telle que cette idée fausse perdurera pendant plus de 15 siècles. Mais comment Ptolémée explique-t-il le mouvement des planètes alors que le reste des étoiles se déplace dans le ciel de façon plus régulière? Pourquoi ces planètes vagabondes effectuent-elles des sortes de petites marches arrière? Ptolémée explique ce phénomène grâce aux épicycles, de minuscules cercles que les planètes décrivent autour de leur principale trajectoire. Il a tort, mais pourtant, cela concorde avec ses observations. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic explique le phénomène en mettant le Soleil au centre du système solaire. Remarquable travail pour un ecclésiastique polonais qui ne pratiquait l'astronomie que pour son plaisir.
Copernic imagine 5 planètes décrivant des orbites circulaires autour du Soleil et la Lune en orbite circulaire autour de la Terre. L'Allemand Johannes Kepler affine cette idée au début du XVIIe siècle. Il définit 3 lois. La première est que les planètes décrivent des orbites elliptiques et non circulaires autour du Soleil. La seconde est que la vitesse orbitale varie. Les planètes ralentissent lorsqu'elles sont loin du Soleil et accélèrent lorsqu'elles s'en rapprochent. La troisième loi de Kepler est la suivante. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle se déplace rapidement sur son orbite. Des observations faites par l'astronome danois Tycho Brahe donnent à Kepler de précieuses indications qui expliquent pourquoi certaines planètes semblent reculer. Ici, notre planète bleue est en train de dépasser Mars, la planète rouge. Lorsque cela arrive, on a l'impression que Mars recule. L'Italien Galilée est le premier à observer le ciel avec un télescope. Nous sommes au début du XVIIe siècle, l'astronomie moderne est en marche. On observe les cratères de la Lune. Le Soleil a des taches et Jupiter des satellites. Le Hollandais Christian Huygens découvre le plus gros satellite de Saturne et il note à juste titre que les anneaux ne sont pas attachés à la planète. Cet homme repère un vide entre les anneaux. C'est Giovanni Cassini, un astronome français d'origine italienne. Son observation date de 1675 et aujourd'hui encore, cette zone porte son nom, la division de Cassini. Isaac Newton, un génie anglais, révolutionne l'astronomie. Il découvre la gravitation universelle, divise la lumière et raccourcit le télescope en utilisant des réflecteurs internes. Un siècle plus tard, William Herschel découvre la planète Uranus. Et à Slough, en Angleterre, il construit le plus grand télescope à miroir du monde. Ses observations sont prolifiques. Elles sont publiées sous forme de catalogue. Et c'est le premier à reconnaître que les étoiles de notre galaxie forment un disque aplati. En Irlande, le 3e comte de Ross construit un télescope encore plus grand. Fixé entre des murs de pierre, la construction s'achève en 1845 au château de Birr. Le réflecteur de Ross entrevoit des galaxies au-delà de la nôtre. Pas de taches floues, mais de véritables galaxies avec une structure. Cette esquisse de Ross représente une galaxie spirale. Voici la galaxie aujourd'hui. Le 19e siècle nous apporte 2 outils fondamentaux. Le premier est la spectroscopie, l'analyse de la lumière déterminant la nature des objets dans l'espace. Le second, c'est la photographie. Voici une photo de la lumineuse comète de 1882. Dans les années 20, Edwin Hubble utilise brillamment ces 2 instruments. Au mont Wilson, en Californie, son gigantesque télescope enregistre les galaxies les unes après les autres et le fait que toutes s'éloignent très vite dans le même sens. Là où les instruments optiques ne voient rien, les radiotélescopes prennent le relais. Ces sortes de cuvettes explorent et remontent le temps, jusqu'au Big Bang, le flash originel qui confirme la théorie de l'univers en expansion. De plus en plus puissants, les télescopes observent de plus en plus loin dans l'espace. Mais la prochaine découverte pourrait bien être celle d'un amateur. L'observation spatiale n'est pas uniquement réservée aux professionnels. L'astronomie est une science qui appartient à tout le monde. Le Soleil est la lumière de notre vie. Il rayonne sur le monde avec une puissance de 400 trillions de watts.
À chaque seconde, il convertit 4 millions de tonnes de sa masse en énergie. Il émet de la chaleur, mais aussi de la lumière, depuis les rayons X jusqu'aux ondes radio. Tandis que l'hydrogène est transformé en hélium et que des éruptions de gaz jaillissent dans l'espace, le Soleil émet aussi quelque chose de plus diffus. Le vent solaire, un courant continu de particules électrisées. Il faut à ces particules environ 4 jours pour atteindre la Terre, mais elles ne la touchent jamais. Nous en sommes protégés par un champ magnétique, la magnétosphère, une grande bulle qui dévie le vent solaire comme la proue d'un navire. Habituellement, le vent souffle à plus de 400 km par seconde. Mais ces éjections solaires massives peuvent le propulser à plus de 800 km par seconde, une véritable tempête. Sur Terre, elles provoquent des orages géomagnétiques, capables d'endommager nos lignes à haute tension et de plonger nos villes dans le noir. Elles peuvent aussi désorienter les satellites. Quand l'Inde perdit son satellite de communication, c'est le marché boursier qui s'est effondré. Ces éjections massives ne sont pas très fréquentes, mais là, avec le disque solaire masqué, on ne peut pas se tromper sur leur puissance. Quand l'une d'entre elles atteint la Terre, la magnétosphère se trouve comprimée. Un orage magnétique s'abat alors sur nous. Au milieu de ces énormes éruptions, le Soleil émet un courant plus régulier de particules électrisées. Elles n'approchent la Terre qu'au niveau des pôles, là où les lignes de force magnétique les canalisent en direction de notre planète. C'est ce qui crée la lumière des aurores. Vue d'un satellite, voici une aurore boréale, un ovale de particules électrisées en réaction avec les couches supérieures de notre atmosphère. L'aurore boréale encercle les régions du pôle Nord. Vers le pôle Sud, c'est l'aurore australe. À la surface de la Terre, c'est une vision de rêve. Nous voyons l'effet des particules électrisées tombant en spirale le long des lignes de force magnétique. Elles entrent en collision avec les atomes et les molécules d'hydrogène et d'azote. Comme leur intensité varie, la couleur varie également. Parfois, quand la Terre s'aligne avec la Lune, nous jouissons alors d'un autre fabuleux spectacle. Ces images célestes nous captivent depuis la nuit des temps, car c'est le Soleil, la lumière de notre vie, qui en est l'acteur principal. C'est l'interception de la lumière du Soleil dans l'alignement de ces trois astres qui provoque les éclipses. Le corps qui intercepte, ici la Terre, projette une ombre. Pour comprendre la mécanique d'une éclipse, commençons par observer une éclipse de Lune. L'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée de 5 degrés par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire l'écliptique. Durant chaque cycle de 27 jours, la Lune coupe 2 fois l'écliptique en des points appelés nœuds. Ici. Et ici. Imaginons que le Soleil brille depuis le bas de l'écran. Une éclipse ne se produit que lorsque la Terre et la Lune sont sur un de ces nœuds. Une éclipse de Lune. Et une éclipse de Soleil. Et une éclipse de Soleil.
Quand le Soleil brille à gauche, la Lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre, ici en blanc. Cela donne une éclipse totale de Lune. Elle se met à rougir. C'est à cause de l'atmosphère terrestre. À la totalité de l'éclipse, l'atmosphère réfracte et filtre la lumière du Soleil et projette cette teinte rouge. Voici une éclipse de Soleil. Comme l'orbite de la Lune est légèrement elliptique, l'éclipse n'est pas totale. La Lune est au point le plus éloigné de la Terre et le cône d'ombre ne nous atteint pas tout à fait. Nous assistons alors à une éclipse annulaire. La Lune est trop loin pour couvrir totalement le Soleil. Il en va de même sur Mars. Phobos, son petit satellite, n'arrive jamais à atteindre le point idéal pour créer une éclipse totale. Par contre, ici, la Lune est assez proche pour que son cône d'ombre balaie la Terre. Voici l'ombre de l'éclipse qui aura lieu en août 99 et qui passera rapidement au-dessus de l'Europe en direction de la mer Noire. Vue du satellite, l'ombre dessine un autre trajet. Le cône d'ombre traverse la surface de la Terre à la vitesse du Concorde, c'est-à-dire à 2000 km/h, mais il peut aller 3 fois plus vite. En 1998, il passe en coup de vent au-dessus des Caraïbes du Sud, au moment où la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent. L'île de Curaçao. Des gens venant du monde entier se rassemblent pour voir une éclipse totale de soleil. Caméras, télescopes et jumelles sont équipés de filtres spéciaux. C'est le seul moyen pour observer le soleil en toute sécurité. Premier contact. Alors que la Lune s'approche du disque solaire, des nuages menacent de venir gâcher le spectacle. Le ciel s'éclaircit. Cette première phase dure environ 1h30. Les jumelles projettent une double image du croissant de soleil. L'éclipse totale n'est pas loin. Le Soleil est maintenant totalement éclipsé par la Lune. Il faut tout de suite enlever les filtres. 3 minutes et demie totalement magiques pendant lesquelles chacun peut voir la couronne, c'est-à-dire l'atmosphère externe du Soleil. La Lune couvre exactement le disque solaire. Pourtant, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de la Terre que lui. Ici, grâce à l'éclipse, on voit les planètes Mercure et Jupiter. Un anneau de diamant. Et c'est la fin de l'éclipse totale. Une ceinture d'astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil à cause de la gravitation solaire et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile.
C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique. L'extinction est massive. Il y a 4,5 milliards d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune. Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter en 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. « 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. « 1908, en Sibérie, ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille. Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là, et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra.
1999. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde. Lancée en 2003, elle survolera 2 astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre. Pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il les désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire? Un dernier recours simple et efficace, le tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'1 million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. « 10 km de large, à plus de 20 km/s, elle est aussi grosse que celle qui a anéanti les dinosaures. Armageddon. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais. Des myriades de couleurs et de lumière. Mais ce n'est que le début du spectacle. La lumière visible, l'arc-en-ciel que l'on voit au milieu, n'est qu'une partie de l'ensemble du rayonnement spectral. Il s'étend des rayons gamma d'un côté aux ondes radio de l'autre. Cette minuscule bande de lumière visible à l'œil nu, c'est le seul rayonnement que nous sommes capables de voir. L'ensemble du rayonnement spectral est invisible. Ce que nous voyons, c'est la réflexion de la lumière sur les particules de l'atmosphère.
Le Soleil, en lumière visible ordinaire, une infime fraction de son rayonnement, mais il nous donne cependant des indices. La chaleur que nous sentons sur nos corps, ce sont les rayons infrarouges. Le bronzage, ce sont les rayons ultraviolets. Les télescopes optiques ne peuvent voir que la lumière visible et il manque une grande partie du spectacle. Pour obtenir une vision totale du spectre de l'univers, il faut avoir recours à une astronomie différente. C'est frustrant. Bien que l'orchestre joue toute la partition, nous ne sommes capables d'entendre qu'une petite partie des notes. C'est la même chose dans le ciel. La lumière visible ne représente qu'une note ou deux du spectre. Nous avons besoin de toute la portée, de tout le rayonnement, pour pouvoir entendre l'orchestre cosmique au complet. Dans tout le rayonnement spectral, ce sont les ondes radio qui sont les plus longues. Nous les détectons dans des récipients réservés à cet effet et nous obtenons des photos. Un quasar, le cœur d'une galaxie lointaine. Une image que l'on peut voir à la fois en lumière visible et en radio. Enlevez le visible et vous continuez à voir l'onde radio, mais cette fois sous forme de jet. Voici une image optique de la galaxie Centaurus A. Les ondes radio montrent que tout est en mouvement, conséquence d'une collision galactique. Un pulsar, une étoile minuscule mais extrêmement dense qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde. Grâce aux ondes radio, on peut voir le rayonnement de ces puissants faisceaux. Le long du spectre de l'onde radio à l'infrarouge. L'infrarouge ne peut être détecté que depuis les régions les plus sèches de la Terre, car il est absorbé par la vapeur d'eau. Les sommets des montagnes arides ou les déserts de l'Antarctique sont des sites idéaux, car l'eau au pôle sud est complètement gelée. Pour les astronomes, l'infrarouge est très important. Il révèle la présence de poussière cosmique chaude. Mais, tout comme l'ultraviolet et le rayonnement radio de très grande longueur d'onde, l'infrarouge pénètre très peu notre atmosphère. En gros, seule la lumière visible passe au travers. La plupart des ondes invisibles est absorbée par notre bouclier atmosphérique. Pour surmonter ce problème, des détecteurs ont été placés en orbite autour de la Terre. Voici ISO, l'Observatoire spatial infrarouge. ISO doit rester froid pour ne pas être aveuglé par son propre rayonnement. Tout ce qui est chaud émet dans l'infrarouge. Les circuits de l'hélium liquide absorbent la chaleur et la ventilent hors du vaisseau. Avec moins de 170 degrés, ISO est le laboratoire le plus froid de l'univers. Pourtant, ces images en infrarouge sont d'une actualité brûlante. Ici, dans la constellation d'Orion, l'infrarouge dévoile de gigantesques nuages de gaz et de poussière, un berceau d'étoiles. En lumière visible, voici l'immense nuage de Magellan, une galaxie très proche de la nôtre. Vu en infrarouge, on découvre de vastes régions de poussière où naissent les étoiles. La galaxie d'Andromède en lumière ordinaire. Et ici, sous différentes longueurs d'onde en infrarouge. En cartographiant les nuages où naissent les étoiles, l'infrarouge nous montre la structure en spirale d'Andromède. Au sein même de notre galaxie, ISO collecte la lumière provenant des nuages qui se trouvent entre les étoiles. C'est la tâche de son spectromètre à grande longueur d'onde. Il nous donne des images de nébuleuses sur le point d'accoucher de nouvelles étoiles. Toujours en infrarouge, ISO traque une comète aux alentours de la Terre. Sa queue ressemble à la trace d'un avion à réaction. En lumière visible, le cœur d'une comète reste dans l'ombre. Mais les rayons infrarouges permettent de voir à travers les couches de poussière qui entourent le noyau. La composition d'une comète, une empreinte digitale en infrarouge. En 1997, ISO détecte de l'eau sur la comète Hale-Bopp. Et quand ISO scrute en direction du centre de notre galaxie, il y détecte également de l'eau en abondance, une source de vie. ISO, un œil sur l'invisible. A l'inverse, le télescope spatial Hubble est réputé pour traquer la lumière visible.
Toutefois, il peut également voir de part et d'autre du visible, en infrarouge d'un côté et en ultraviolet de l'autre, un peu comme le dévoilement progressif d'un paysage cosmique. En lumière visible, voici un détail de la nébuleuse d'Orion vue par Hubble. À travers la poussière, Hubble découvre des cocons de jeunes étoiles en infrarouge. Toujours en lumière visible, cette photo prise par Hubble nous invite à explorer une autre partie du spectre. Le halo bleu nous vient du rayonnement des ultraviolets dégagés par de jeunes étoiles très chaudes. La galaxie d'Andromède en lumière visible. Mais en ultraviolet, des nuages de gaz chauds ou des étoiles massives meurent jeunes. Voici la comète de Halley en ultraviolet. Le bleu sombre représente un nuage d'hydrogène enveloppant totalement la comète. Une image en accéléré du Soleil. Les ultraviolets révèlent une surface bouillonnante. En ondes plus courtes, c'est-à-dire en rayons X, voici les régions les plus chaudes et les plus énergétiques, ainsi que la couronne, l'atmosphère échevelée du Soleil. Le ciel tel qu'on le voit la nuit, le même à travers les rayons X. L'observatoire Rosat, placé sur orbite, prend pour cible les taches chaudes du cosmos. Il découvre 60 000 sources de rayons X. Comme cette galaxie avec son noyau turbulent est très probablement un trou noir. Aucun doute possible quant à la galaxie M87 sur la gauche. Cette tache le confirme. C'est un jet de matière qui provient d'un trou noir, plus visible sur une simulation en rayons X. Les vestiges d'une supernova, des rayons X venant des entrailles palpitantes d'une étoile qui a explosé. Voici la nébuleuse du Crabe et son pulsar, les restes d'une étoile qui a explosé. Elle tourne comme une toupie, émettant des faisceaux de lumière comme le ferait un phare. Le pulsar en rayon X, là il est éteint, là il est allumé, et ceci 30 fois par seconde. Les rayons X révèlent toute l'énergie du pulsar, capable d'illuminer la nébuleuse entière. Depuis la navette spatiale américaine, l'observatoire Compton est lâché sur orbite. Il détecte les rayons gamma, le rayonnement le plus énergétique de tous. Compton découvre ici des jets de gaz de 100 millions de degrés éjectés d'un trou noir supermassif. Il cartographie les sources des sursauts gamma, provoquant de mystérieuses explosions d'énergie. Ils semblent provenir du fin fond de l'univers. Voici en rayon gamma un panorama de notre galaxie, la Voie lactée. La bande chaude qui la traverse provient de rayons cosmiques entrant en collision avec du gaz interstellaire. La Voie lactée en rayon X. Puis en infrarouge, révélant la présence de poussière. Ensuite, en ondes radio. Et enfin, dans le rayonnement que nous connaissons le mieux, la lumière visible. Ce n'est là qu'une toute petite partie de l'orchestre cosmique, mais c'est peut-être aussi la plus belle. Une supernova, la mort d'une géante. Les entrailles de l'étoile, plus de 100 fois la masse du Soleil, s'éparpillent dans l'espace. Mais toute catastrophe est suivie d'une renaissance. De ces débris naissent de nouvelles étoiles. Elles s'enflamment dans des régions comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière, une nébuleuse enrichie par la supernova. Le souffle de l'explosion charrie des métaux comme le fer ou l'or. Les éléments lourds ne se forment que dans les étoiles les plus massives. C'est ainsi qu'une supernova sème sa progéniture. Lors de cette naissance, un nuage de débris s'effondre sous la pression de sa propre gravité. Il forme un disque. Au centre, une étoile commence à briller.
Autour d'elle, des anneaux apparaissent, anneaux qui se transforment en planètes. C'est ainsi que notre système solaire s'est formé. La Terre gravite confortablement dans la zone bleue, dite habitable, là où la vie est possible. Une pluie de comètes nous apporte l'eau. Les éclairs sont peut-être un catalyseur pour la vie. Au début, notre atmosphère est chargée de dioxyde de carbone. Mais la Terre a bénéficié de l'explosion de cette supernova. Elle s'est enrichie en phosphore et en sulfure, éléments essentiels à la vie des cellules. Tandis que ces cellules prennent une forme de vie plus évoluée, la végétation enrichit l'air en oxygène. La Terre devient un berceau idéal de vie, ni trop chaud, ni trop froid. Nous sommes exactement à la bonne distance du Soleil. On ne peut pas en dire autant de la planète Mars. C'est un désert glacé et aride où même les jours les plus chauds, les températures dépassent à peine le zéro. En fait, Mars se trouve juste en dehors de la zone habitable. Pourtant, il y a moins d'un siècle, des astronomes ont cru aux Martiens, une civilisation qui aurait creusé un réseau de canaux pour transporter l'eau des pôles. Hélas, ces canaux imaginaires n'ont jamais irrigué de planètes verdoyantes. Mais Mars a peut-être eu des océans, voire même une vie microbienne. On pense que les océans ont disparu parce que Mars était trop petite. Sa faible gravité a laissé l'atmosphère se dissoudre dans l'espace. Privée de tout effet de serre, la planète rouge a gelé. Aujourd'hui, les calottes polaires sont les seuls vestiges encore visibles, mais beaucoup de scientifiques pensent que de gigantesques réservoirs d'eau se trouveraient encore gelés sous la surface. Et qui sait, des microbes survivent peut-être encore là, ou au moins quelques fossiles. Mais si nous trouvons une nouvelle forme de vie dans le système solaire, ce sera probablement ici. Voici l'extraordinaire surface d'Europa, un satellite de Jupiter. Un peu plus petit que notre Lune, Europa est entièrement recouverte d'eau gelée, une épaisseur qui pourrait atteindre 10 km environ. Cette banquise sur Terre ressemble étrangement à celle d'Europa, et en dessous se trouve un océan. Si le phénomène est le même sur Europa, de vastes mers doivent baigner sous la croûte de glace. Elles pourraient être chaudes, réchauffées par l'activité volcanique. Comme dans les océans sur Terre, des cheminées d'eau chaude pourraient faire émerger une vie primitive, des organismes qui se nourrissent plus d'éléments chimiques que d'énergie solaire. Europa doit être explorée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous sommes maintenant si loin de la chaleur du Soleil que plus aucune forme de vie ne peut exister. Nous voilà près de Saturne, où la température au sommet de ses nuages est de moins 180 degrés Celsius. Mais la géante gazeuse n'est pas l'objet de notre recherche. Nous nous dirigeons vers le plus gros satellite de Saturne, Titan. Titan est un laboratoire pour l'étude de l'origine de la vie. Avec une température à la surface de moins 200 degrés, c'est un endroit invivable. Mais l'atmosphère nuageuse de Titan a beaucoup d'hydrocarbures. Ils réagissent avec la lumière ultraviolette du Soleil. Les réactions photochimiques produisent des molécules organiques. Ces composés à base de carbone sont les tout premiers stades dans l'évolution d'une forme vivante. Mais il fait trop froid sur Titan pour passer au stade suivant.
Titan ressemble à une Terre qu'on aurait mise au congélateur. Son atmosphère, comme la nôtre, est riche en azote. Elle contient des molécules d'eau, ici en bleu, héritées des comètes. Tous les ingrédients de la Terre primitive sont là. Pour faire naître la vie, tout ce dont ils ont besoin, c'est de la chaleur. Cette chaleur, ils l'auront dans 5 milliards d'années, quand le Soleil se transformera en une brûlante géante rouge. Depuis 1983, ce détecteur reste à l'écoute d'éventuels messages extraterrestres venant d'au-delà du système solaire. Avec les sondes spatiales Pioneer et Voyager, des messages ont été envoyés, mais aucune réponse n'est encore revenue des étoiles. Toutefois, la preuve est faite qu'il existe d'autres étoiles qui ont leur propre planète. Parmi celles-ci, il doit certainement y avoir un monde qui ressemble à la Terre. Ces étoiles susceptibles de former des planètes naissent dans des nébuleuses comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière que l'on retrouve au sein de notre galaxie. Les astronomes sont enthousiasmés à l'idée que ces nuages contiennent les premières briques de la vie. Ils sont composés d'eau et de molécules organiques. Quand une étoile se forme au cœur d'un nuage qui s'effondre, le disque qui en émerge tourne autour de son centre, débarrassé de ses débris. Ces débris forment des planètes. Voici une véritable étoile avec un disque protoplanétaire. Puis une autre, toutes deux photographiées par le télescope spatial Hubble. Cette animation nous montre l'étoile Beta Pictoris. Dans la partie centrale et nettoyée du disque, une planète tourne en orbite. Nous ne sommes peut-être pas capables de voir une planète, mais nous savons qu'elle est là, car elle exerce une attraction gravitationnelle sur l'étoile, ce qui la fait légèrement osciller. Les astronomes détectent cette oscillation au moyen de l'effet Doppler. L'étoile est bleue quand elle avance vers nous et rouge quand elle s'éloigne. Cette image du télescope Hubble est une énigme. Elle montre un couple d'étoiles qui semble avoir éjecté une planète. Cette longue trace nous conduit vers elle. Serait-ce la première image prise en direct d'une planète en dehors de notre système solaire? Celle-ci n'est pas une planète. C'est une naine brune. Elle fait plus de 50 fois la masse de Jupiter, mais elle est encore trop petite pour être une étoile. Jusqu'ici, de toutes les étoiles autour desquelles une planète a été découverte, aucune ne pourrait abriter la vie. Cette planète-ci gravite trop près de son étoile. Celle-là a une orbite trop lointaine. Quand nous trouverons enfin une planète comme la Terre, elle nous semblera certainement beaucoup plus étrange que nous ne l'avions imaginé.